La musique est un langage universel. Avec elle, deux inconnus peuvent sans un mot transmettre et partager leurs émotions ou un message. À travers le monde et depuis toujours, la musique est source de rassemblement. Il y a eu Vivaldi, il y a eu Bach et Mozart, mais s'il y a bien un homme dont le message est universel, c'est Ludwig van Beethoven. Salut, c'est Guillaume pour un nouveau révision de nos classiques, ça fait très longtemps qu'on s'est vu et aujourd'hui on va parler d'un monument, un mythe, Ludwig van Beethoven. Ce petit extrait qu'on vient d'entendre, vous le connaissez tous et je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses que vous connaissez de Ludwig sans forcément le savoir. On va découvrir ça aujourd'hui. Alors attention, il a une vie tellement chargée qu'il faut qu'on fasse des choix. On ne peut pas parler de tout en quelques minutes. Pour le reste, il y a Google, vous vous débrouillerez un petit peu tout seul. Ludwig van Beethoven est né à Bonn sur le Rhin en décembre 1770 et par moments dans sa musique, il a frôlé le mouvement romantique et même le jazz. Ça fait pas. Ludwig est le second fils d'une fratrie de 7 enfants dont seulement 3 arriveront à l'âge adulte. Ils sont élevés à la dure par Johann, le père de Ludwig, qui était lui aussi musicien, lui apprit très rapidement le piano et le violon, faisant de lui un jeune phénomène. Inspiré par les exploits d'un certain Mozart quelques années plus tôt, Ludwig est traîné devant de nombreuses cours en Autriche, en Allemagne et à travers l'Europe, mais sans grand succès, ce qui ne plaira pas du tout à papa Beethoven, qui aura à plusieurs reprises la main lourde sur ses fils. C'est d'ailleurs dès son enfance que Ludwig découvre l'Ode à la joie, un poème de Friedrich von Schiller, qu'il aura aussitôt envie de mettre en musique, mais qu'il ne couchera sur papier que bien des années plus tard, entre 1822 et 1824, malgré quelques passages du poème repris au cours de sa carrière dans diverses œuvres comme son unique opéra Fidelio. De ce poème naîtra donc sa 9e symphonie, son chef-d'œuvre, qui marque un vrai tournant dans l'histoire de ce registre, puisqu'elle est d'une durée assez conséquente. Il n'y a qu'à voir le 4e mouvement qui dure 25 minutes, soit autant que la 8e symphonie tout entière, mais aussi parce qu'elle introduit pour la première fois un chœur et des solistes qui chantent pour son grand final. Beethoven aura plusieurs professeurs de renom dans sa jeunesse, mais on retiendra surtout Joseph Haydn. Ils se rencontrent en juillet 1792 et le vieux papa Haydn est séduit par le talent de Ludwig et lui propose donc de le suivre à Vienne pour lui donner son enseignement. Une offre difficile à refuser quand elle vient du mentor de Mozart décédé un an plus tôt. À Vienne, encore endeuillé de son plus grand compositeur, il faudra que Ludwig lutte pour devenir la nouvelle coqueluche du public. Sa collaboration avec Haydn ne se passe pas franchement bien non plus, puisque malgré le grand respect qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, il y aura toujours de nombreuses tensions entre eux, Haydn reprochant la trop grande modernité de Beethoven à son élève. On retrouve toutefois dans les œuvres de jeunesse de Ludwig beaucoup d'influences de son maître, comme de Mozart, ou encore de son idole, le célèbre Handel. Au tout début du 19e siècle, Beethoven prend peu à peu conscience de sa surdité qui deviendra totale en 1820. Son moral en pâtit et il s'isole peu à peu du monde qui l'entoure, ce qui lui vaut aujourd'hui encore sa réputation d'homme à l'humeur sombre et de misanthrope. Il assume difficilement cette réputation et passera par plusieurs phases de dépression proche du suicide avant d'écrire une lettre qu'on ne retrouvera qu'après sa mort et qu'on appelle aujourd'hui le testament d'Heiligenstadt. Oh vous, homme qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injuste. Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Songez que depuis 6 ans, je suis frappé d'un mal terrible, que des médecins compétents ont aggravé. D'année en année, déçu par l'espoir d'une amélioration, j'ai dû m'isoler de bonne heure, vivre en solitaire, loin du monde. Si jamais vous lisez ceci un jour, alors pensez que vous n'avez pas été juste avec moi, et que le malheureux se console en trouvant quelqu'un qui lui ressemble et qui, malgré tous les obstacles de la nature, a tout fait, cependant pour être admis au rang des artistes et des hommes de valeur.
1801, Ludwig compose la sonate pour piano numéro 14, plus connue aujourd'hui sous le nom de sonate au clair de lune. Sauf que ce nom ne lui a été attribué qu'en 1832, 5 ans après la mort du compositeur par le poète Ludwig Rellstab, qui en l'entendant s'imaginait une barque sur un lac au clair de lune. Voilà. Tout ça alors que Beethoven avait catalogué cette œuvre comme une musique de deuil ou une marche funèbre. Ça me fait penser un petit peu à tous ces profs qui ont toujours des analyses capillotractées des textes qu'on lit en français. Ce qui frappe surtout chez Beethoven, c'est sa capacité à jouer sur les contrastes. Tantôt il est le maître de la puissance et de l'héroïsme, tantôt il fait preuve d'une incroyable délicatesse. Il est en fait au cœur de sa musique. Comme lui, elle est d'une force et d'une sensibilité incroyables, très humaine. C'est pour ça qu'elle nous prend tant aux tripes. Et imaginez un peu la force de caractère qu'il faut pour affronter la surdité quand on est musicien. Comment est-il possible qu'il ait composé ses plus grands chefs-d'œuvre sans jamais avoir pu les entendre pour certains, malgré les objets insolites qu'il se mettait dans les oreilles sans succès? Et plus sa surdité progressera, plus ses œuvres deviendront puissantes et viscérales. Ce qui inspire aussi Beethoven, c'est son amour de la nature, puisque régulièrement il sort se ressourcer et se couper du monde qui l'entoure, bien qu'évidemment ce ne soit pas le bruit des gens autour de lui qui le dérange particulièrement. Mais c'est aussi parce que... Mais vous êtes qui vous, bon sang, j'arrête pas de vous voir depuis ce matin! Enfin, je suis l'amour! Mais quoi l'amour? On a ça l'amour nous? Ah si, regardez à l'immortel le bien-aimé. Ah oui, j'ai un magnéto là-dessus, ouais. Bon bah d'accord, oui. Beethoven a eu une vie amoureuse agitée et peu heureuse. Il est souvent tombé amoureux de femmes très jolies, mais surtout très mariées, ce qui n'était pas très pratique non plus. Mais Thérèse, Marie, Giulietta, Amalie ou encore Joséphine et Antonia lui inspireront certaines de ses plus célèbres pages, comme la lettre à Élise, qu'on ne va pas écouter aujourd'hui puisqu'on la connaît tous par cœur. À la place, on va parler d'une autre lettre, celle à l'immortel bien-aimé qu'on retrouve à la mort du compositeur à côté du fameux testament d'Heiligenstadt, qu'il a écrit en 1812 en pleine dépression et qui reste un grand mystère de sa vie parce qu'on ne sait pas s'il l'a envoyé un jour et si elle a été lue par sa destinataire. Beethoven décède le 26 mars 1827 à Vienne après une double pneumonie et selon certains médecins d'une cirrhose, d'une sarcoïdose, de la syphilis, d'une hépatite, de la maladie de Crohn ou encore d'une maladie osseuse, faites votre propre choix. Déjà adulé de son vivant, ce sont près de 30 000 personnes lui vouant un véritable culte qui viendront à ses funérailles. Sans Ludwig van Beethoven, le monde d'aujourd'hui n'aurait certainement pas le même visage. On retrouve son héritage un peu partout et on reprend aujourd'hui encore ses plus grands titres dans le monde entier, dans des dizaines de films depuis les années 30 comme Le Discours d'un roi, X-Men et surtout Orange Mécanique de Stanley Kubrick, où il est presque le personnage principal, dans la musique actuelle chez Johnny ou Michel Sardou notamment, et il a inspiré de nombreux films comme Ludwig van Beethoven avec Gary Oldman ou encore L'élève de Beethoven avec Ed Harris et Diane Kruger que je vous recommande chaudement. Il y aura encore des tonnes de choses à dire sur Ludwig van Beethoven, des œuvres à découvrir, de la musique de chambre, des symphonies, des concertos, etc. Mais pour ça, je vous invite à venir ici à la Philharmonie de Paris pour découvrir l'exposition Ludwig van le mythe Beethoven jusqu'au 29 janvier 2017. Vous avez donc largement le temps. Merci à l'Association française des orchestres de nous avoir invités à réaliser cet épisode dans le cadre de la 8e édition du festival Orchestre en Fête du 18 au 20 novembre un peu partout en France. Toutes les informations dans la description. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à partager et à tiper si vous pouvez. Salut!